Salut les gars, ici votre boy Charles DB de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs. Nouvel épisode, nouveau rêveur, nouvel invité. Et aujourd'hui un invité très spécial parce que on va retourner dans le sujet foot. Il est éducateur, entraîneur au Toronto High Park FC, si je ne dis pas de bêtises, je parle sous votre contrôle. Ouais. On accueille le coach, monsieur Rodolphe Willem. Rodolphe, comment ça va? Et bienvenue surtout. Et écoute, Charles, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Et écoute, on est enfin arrivé, on en avait parlé en off, mais ici, il est 11 heures du Exactement. matin et on Hmm. est arrivé, j'ai parlé à mes agents et on a trouvé on a réussi à trouver un créneau horaire. Nickel, nickel. Bah, super content que tu sois là. Moi, j'aime bien commencer les podcasts avec une anecdote sur comment j'ai découvert l'invité. Là, je me rappelle qu'on avait échangé justement, comme on en parlait en off, après mon épisode avec Yacine Amned, du coup, que je Ouais, salue chaleureusement Yacine. salut aussi. Euh, Comme on dit, pour connaître un homme, il faut connaître son contexte. Donc voilà, moi, je sais que tu es éducateur, entraîneur pour la catégorie U14, que tu as aussi entraîné les U17. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment des âges charnières dans le sport. Mais je pense que mieux que personne, c'est toi qui vas faire le mieux ta présentation, donc je te laisse te présenter. Je vais le faire vite fait. Écoute, donc, comme tu l'as dit, Rodolphe, éducateur ici au Canada depuis maintenant 3 ans. En gros, depuis que le Covid a commencé, je me suis vraiment mis dedans depuis le Covid avec les différents diplômes et autres. Ok. Donc, pour l'instant, je me suis occupé de deux catégories, U13, U14 et U16, U17, parce que je les suis pendant 1 ou 2 ans. Comme tu l'as dit, au sein du Toronto High Park Football Club, qui est un des plus gros clubs ici à Toronto, on a environ 1500 licenciés, que ce Ok. soit garçons et filles. Donc, c'est un gros club et puis pas mal de choses à faire. Ça se développe énormément, que ce soit aux États-Unis et au Canada, le soccer, comme ils appellent ça ici. Donc, Mhm. assez content d'être ici et d'aider les jeunes générations de Canadiens à évoluer dans ce sport. Super. Bah, avant qu'on commence à vraiment à parler de ton métier et de l'exercice de tes fonctions au Canada, moi j'aimerais savoir comment le jeune Rodolphe il est tombé un peu amoureux du football. C'est quoi tes premiers souvenirs de foot? Écoute, les premiers souvenirs de foot, c'est assez marrant. Je m'en suis rappelé il y a quelques jours, je sais plus comment. C'est arrivé et je me suis dit, ah oui, c'est ça. J'étais avec mes parents et par exemple, le premier maillot que je me suis acheté, c'était celui de l'AS Monaco avec Sabri Lamouchi, mais Ok. il y avait pas Sabri Lamouchi derrière. C'est moi au marqueur noir qui a défoncé le, euh, le maillot, faut le dire. Et j'ai marqué Mhm. Lamouchi et je sais plus son numéro. Mais ça, c'était mon premier souvenir que je me rappelle de foot. Après, bien sûr, j'ai eu la chance, je me rappelle la Coupe du Monde 98, je me rappelle encore où j'étais. Mhm. Mais c'est marrant parce que j'ai pas, ma famille n'est pas du tout dans le foot. Mon Ok. père était surtout dans le volleyball et tout ce qui est VTT et autres. Donc, je ne sais pas comment je suis tombé dans la soupe du foot, on va dire, mais depuis que je me suis mis, je me suis jamais arrêté. J'ai joué tout le temps quand j'étais en France, même au Canada, quand je suis arrivé, j'ai essayé de faire quelques ligues ici, même si c'est très différent, le Mhm. système des clubs et autres. Mais écoute, je vis football, je me douche football, je rêve football. Ma femme le dit tout le temps que je suis tout le temps sur le foot, que si je regarde des matchs, si je regarde pas des matchs, je fais des analyses. J'écoute des podcasts, bah, tu vois, podcast. J'essaie de Exactement. lire un peu des livres, que ça soit surtout en anglais, parce que comme ici, on va en parler peut-être plus tard, mais c'est en anglais. Tout se Mhm. passe en anglais. Je suis pas du côté francophone du Canada, donc je dois aussi Absolument. m'adapter. Il y a aussi des termes que je dois apprendre parce que c'est pas du tout la même chose. Tu vois, c'est pas juste la traduction littéraire du français à l'anglais. C'est pas du Bien tout sûr. ça. Donc ça m'aide énormément, quoi. Ok, super, super. Et du coup, bah, t'arrives au Canada comment? Si c'est pas trop indiscret. Non, 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 non. Je sais que beaucoup de personnes me le demandent aussi sur X. Il y a le permis vacances-travail que tu peux faire, tu sais, entre la Exactement, France ouais. et Le certains pays. Il y a PVT. beaucoup de pays que tu peux le faire, le PVT. Et entre autres, il y a le Canada qui est, je pense, l'un des plus simples à faire. Après, moi, quand je l'ai fait, c'était en 2012. Il y avait déjà beaucoup de demandes, mais il n'y avait pas le système de loterie que tu as maintenant et autres. Et Mhm. c'était que un an. Donc, je sais que j'avais un ami à moi au Québec qui m'a dit, eh, viens ici si tu veux, je t'aiderai pour les premières semaines et autres. Donc, je l'ai fait, le permis vacances-travail. Et en même temps, je me suis renseigné pour faire la résidence permanente en même temps. Parce que je me suis dit, si je trouve un travail, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ils vont me demander c'est quoi ton type de visa. Et si je dis juste que c'est le visa pour un an, ça va pas le faire. Donc, j'avais Mhm. déjà fait les démarches de la résidence permanente. Et comme j'avais beaucoup d'amis francophones et français à Montréal, bah, j'ai décidé de faire le PVT. Donc, je suis arrivé ici en janvier 2012, quand il faisait -20 à Montréal. J'ai Choc dit, ah ouais, quand culturel, même. là. Choc Ouais, je thermique. m'attendais. Après, j'étais jamais venu au Canada avant, mais j'aime Mhm. voyager. J'ai vécu en Colombie, un peu en Suède.
Et Ok. j'y étais jamais allé avant. J'aime voyager tout simplement. Faut pas, tu vois, faut juste prendre le billet et dire, OK, nouvelle expérience, on va tenter et advienne que pourra. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé ici au Canada depuis 2012. J'ai fait Montréal, un peu Québec, et là, je suis à Toronto depuis 4 ans, 5 ans. Ça Ouais. passe tellement vite. Ça va faire 5 ans. En septembre, c'était 5 ans. Ok, et bah, du coup, on y vient, Toronto. Comment ton Ouais, aventure se lance au iPark FC? Je sais pas d'ailleurs si tu as commencé par le iPark FC, mais ouais. voilà, comment tu t'es lancé dans ce process de devenir entraîneur, éducateur, quoi. Écoute, bah, heureusement ou malheureusement, le Covid m'a aidé dans ce sens-là où on a arrêté de jouer. Et au bout d'un moment, je me suis dit, OK, tu sais quoi, ça fait quelques mois qu'on est tous à la maison, qu'on Mhm, fait du sport à la maison. Je me rappelle encore faire les vidéos YouTube pour faire les exercices à la maison. Je pouvais pas sortir, donc je m'entraînais à la maison comme je pouvais. Et après, je dis, tu sais quoi, c'est peut-être le temps. On va laisser de côté jouer. Je joue toujours quand je peux avec les amis. Il y a une communauté francophone ici avec qui je joue le week-end. Mais on va peut-être laisser ça de côté en gros et commencer vraiment à voir l'aspect coach, éducateur, mhm, voir les prérequis ici pour entraîner l'équipe. Donc en même temps que j'ai fait les recherches, je me suis dit, tu sais quoi, on va y aller au culot, entre parenthèses. J'ai pas énormément d'expérience en tant que coach. J'avais aidé par-ci, par-là des équipes, que ce soit ici ou à l'étranger, mais mhm, pas vraiment en tant que coach éducateur principal. Mais je me suis dit, tu sais quoi, je pense que dans ce métier-là, la passion, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, on va y aller, on va voir s'il y a des positions ouvertes. Donc, j'ai un peu envoyé mon CV à plusieurs clubs ici dans la région de Toronto. mhm, Et le premier qui m'a répondu, c'est Toronto High Park Football Club en me disant, écoute, ça tombe bien parce que l'entraîneur principal des 2006, parce qu'ici, ils disent pas les U14, U15, ils ouais, disent c'est pas. l'année de Ouais, naissance. ouais. Donc, ils ont dit, écoute, il y a les 2006, leur entraîneur est parti au début du Covid. Pour l'instant, il va pas revenir. On a peut-être une opportunité, c'est l'équipe compétitive. Bon, moi, j'étais vraiment content parce que, tu sais, je m'attendais qu'ils me disent, bon, bah, on a des U6, U7, si tu veux, ils sont disponibles. Et on m'a dit, non, écoute, il y a des U15, U16 là, ils vont commencer la saison d'été, parce qu'ici, c'est saison d'été, c'est saison d'hiver. Si tu Mhm, veux, viens à 2, 3 entraînements, prends-les en charge et on voit comment ça se passe. Et donc, écoute, j'ai dit, OK, vas-y, on y va. Donc, j'ai préparé mes séances, j'y suis allé, quelqu'un m'a un peu regardé comment je gérais ça. Et écoute, on a signé le contrat pour commencer la saison d'été il y a 3 ans de ça, en mois de juillet, c'était. Et ok. comme ça, en même temps, j'ai fait mes diplômes à côté. Je continue toujours des diplômes à côté et autres formations. Et depuis, j'étais avec eux jusqu'à cet été où la catégorie s'est terminée. Et on m'a donné maintenant des U13, U14 que je gère depuis. On a commencé là depuis le mois d'octobre de l'année dernière. Super, super. Et du coup, moi, ce que j'aimerais te demander, parce que c'est quand même des âges charnières, comme je le disais, où c'est important pour un éducateur, déjà, de transmettre la passion du Ouais, foot. Parce que ça reste un jeu, mine de rien. exactement. Même s'il y a il y a des enjeux, etc., à cet âge-là, ça reste un jeu et les gars, ils doivent prendre du plaisir. Moi, j'avais des entraîneurs qui me disaient, à votre âge, les mecs, le plus important, c'est prendre du plaisir. Et toi, justement, quand tu Entraîneur. arrives, en plus dans un nouveau pays où le soccer, comme on l'a dit, n'est Ouais. pas hyper développé, bah, c'est quoi un peu l'impression que tu as de ces jeunes-là par rapport au foot, leur culture foot, que ce soit l'aspect technique et même mental et l'approche qu'ils ont du sport? Écoute, il y a plusieurs aspects au niveau déjà de la motricité du corps. Comparé à des joueurs français, c'est différent parce qu'en France, quand tu fais du foot, tu fais du foot, c'est tout. Il n'y a pas Mhm, d'autres sports à côté ou très peu. Ici, j'ai beaucoup de joueurs qui, ah coach, je vais venir peut-être en retard parce que je finis ma session de basket. Oh coach, j'ai eu ma session de hockey sur glace, donc je serai peut-être un peu fatigué. Il y en a qui sont focus 100% sur le soccer, pas mhm, énormément. Ça commence petit à petit. Et d'autres qui, comme je t'ai dit, vont faire du hockey sur glace à côté, du basket et autres. Et tu le vois au niveau de la motricité ou le mouvement, tu vois que, ah, tu te dis, ah, lui, on voit il fait d'autres sports à côté parce que ce genre de mouvement, c'est pas propre au soccer. Donc, il y a déjà cet aspect-là à, je dirais pas corriger, mais à adapter au niveau mhm, du foot parce que tu peux pas le corriger parce que il va continuer à faire du basket à côté et d'autres sports. Donc, déjà, au niveau de la motricité, c'est différent. Et au niveau de la mentalité, c'est aussi différent. La culture foot est encore, il y a encore énormément à développer. Moi, j'essaie toujours, par exemple, dès qu'on finit un entraînement ou un match, je leur dis, ah, n'oubliez pas, ce week-end, il y a des matchs en Europe, que ce soit la Liga, la Première Ligue, parce que la plupart des canaux ici de télé, c'est pour voir la Première Ligue. mhm. Donc, j'essaie vraiment de mettre ça aussi en avant, l'aspect culture foot, de leur dire, hey, regardez aussi des matchs, pas juste jouer. Parce que j'avais des super joueurs dans les U16, U17, avec les U16, U17.
Et on a fait un quiz une fois. Je les ai invités à un restaurant. J'aime bien faire ça des fois où on mange, on joue au billard et autres. Et à côté, je leur fais un quiz foot et le gagnant gagne un maillot de foot que je leur achète ou autre. Ouais. Et au bout d'un moment, donc ils font le test et je vois deux joueurs, super joueurs en plus de l'équipe. Un des deux était un des meilleurs joueurs et des défenseurs qu'on avait. Et je le vois, c'était compliqué à répondre les questions. Et je viens et je dis, Liam, qu'est-ce qui se passe? T'arrives pas à trouver? Oh, coach, je vais être honnête, moi, je joue juste au foot, je regarde pas de match. Ok. Et là, j'ai là genre, ah d'accord, ok. Vraiment Waouh, une ok, culture c'est. foot inexistante, Ah quoi, du coup. ouais, 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 je regarde un ou deux matchs quand c'est peut-être la Coupe du Monde ou des compétitions internationales et c'est le dernier match de la compétition ou l'avant-dernier. J'étais là genre, ah ok, ok. Et j'étais vraiment surpris. Et en même temps, pas étonné parce que comme je t'ai dit, ils font plusieurs sports. Il y en a, surtout en saison d'été, ils n'ont pas de hockey sur glace. Ils se disent, bah tiens, tu sais quoi, on va tenter du soccer. Tu vois, ils pensent que c'est Mhm. un peu le même délire. Et donc lui, il m'avait vraiment surpris. Donc c'est pour ça que la culture foot, j'essaie vraiment de la développer en envoyant des liens. Le week-end, j'essaie de leur envoyer des messages. Et n'oubliez pas, il y a des matchs à telle heure. Oh, regardez ce que vient de faire Kevin De Bruyne avec Manchester City, pardon, ce genre de choses. En même temps, les entraînements ici, tu sais, bah, un peu en France, c'est un peu différent, mais tu sais, ici, tout le monde doit venir avec le maillot de l'équipe de Toronto High Park et autres. Et au bout d'un moment, je leur dis, vous savez quoi? Si vous avez des équipes favorites, ramenez-les. Ne ramenez pas le maillot du High Park Football Club, ramenez votre équipe favorite si vous avez. Et un jour, ils étaient tous venus avec leur maillot favori, ils étaient tous contents. Écoute, est-ce qu'on peut refaire ça plus tard et tout? Donc, il y en avait un avec Messi, l'autre avec l'équipe du Toronto Football Club de MLS. L'autre, il était venu avec un maillot de Monterrey du Mexique. Mhm. Donc, ils étaient vraiment contents. Et puis, en même temps, on faisait un peu l'histoire. Tu sais, ceux qui connaissaient pas les clubs, je leur disais, écoutez, tu peux présenter vite fait ton équipe, pourquoi tu as ramené ce maillot et tout. Donc, petit à petit aussi, on essaie de mettre ça en place, la culture foot, parce que c'est vraiment ça qui manque ici. Ils regardent du foot, mais sans plus. Tu vois, ça va Ok. pas être toujours comme en France. Ah ouais, tu as vu le match de Manchester City. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Eh, viens après, on regarde le match ensemble et tout. Ici, il faut vraiment l'inculquer et c'est pas juste une semaine, c'est vraiment au fil du temps, il faut pas oublier de leur en parler, quoi. Ok, super intéressant ce que tu dis. Et j'aimerais rebondir là-dessus en mettant les pieds directement dans le plat. C'est vrai que nous, en France, bah, on a cet amour du foot. En Europe surtout, cette culture foot. Et on sait que bah, ce que peut faire le foot pour un joueur, en termes de ressources financières, notamment, de carrière, etc. Est-ce que là-bas, il y a cet état d'esprit ou est-ce que les jeunes, ils sont déjà à se dire peut-être qu'un jour je serai pro ou pas? Et il y a aussi ce côté où j'arrive à l'entraînement, même si le coach m'impose des choses tactiquement, Mhm. moi dans ma tête, je peux me prendre pour quelqu'un d'autre. Tu vois, je regarde Neymar à la télé, j'arrive, j'ai envie que de dribbler toute la séance. Dribble, 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 rien d'autre. Est-ce que tu l'as remarqué ça ou pas du tout? Heureusement, pour l'instant, non. La pression qu'ont les éducateurs et autres en France pour les projets Mbappé et autres, il n'y a pas énormément de ça encore. Ok, Ici, comme il y a, ici, on va dire, si on devait juste, tu sais, éclaircir, je dirais, si on devait vraiment faire, tu as coupé la poire en deux et dire, OK, comment ça se passe le foot ici pour qui c'est? En gros, l'immigration joue au foot ici, les Canadiens et Canadiens jouent au hockey. ok, S'il fallait vraiment être brut, il faut dire les choses telles qu'elles sont. En gros, c'est un peu ça. Les Canadiens, en parenthèse blancs, jouent au hockey et tout ce qui est immigration, première, deuxième génération et autres, c'est le soccer. ok. Donc, ici, pour l'instant, même si ils regardent quelques matchs de foot et autres, il n'y a pas cette pression-là parce que il n'y a pas des scouts comme en France, il y a dans des matchs Mhm. de U13, U14. Ici, des scouts, il n'y en a pas énormément. Et quand il y a des scouts, c'est quand c'est des tournois vraiment organisés ici pour des universités. Il n'y a pas vraiment des clubs. Il n'y a pas le Real Madrid qui vient ici ou ce genre de choses. S'il y a des scouts, c'est quand c'est des tournois organisés par vraiment des sociétés qui organisent ça. Et c'est pour aller Mhm. dans des collèges ou des universités aux États-Unis ou au Canada. Donc, Ok, cette pression, il n'y a pas. Il y a quelques joueurs, des fois, qui essayent un peu de jouer tout seuls parce que ils ont peut-être regardé quelques vidéos par-ci, par-là, mais ils ne le font pas méchamment. C'est pas parce qu'ils pensent qu'ils sont tu vois, le prochain Mhm. Cristiano Ronaldo ou Messi. Donc, de ce côté-là, on a vraiment de la chance. On n'a pas vraiment trop de pression, que ce soit des joueurs, même des parents. Il y a eu quelques cas tu sais, de cris de parents de côté et autres, mais pas comme en France. Ok. Et ça, c'est pas plaisant pour un éducateur de pouvoir justement Ah, travailler clairement. dans ce Clairement, genre bah, tu vois, tu d'environnement. en parlais de l'épisode avec Yassine Ahmed, de Mhm. ce qu'il disait. Ici, il y a pas de ça. Et d'ailleurs, il était venu au Canada, il était venu à la PSG Academy de Vancouver. Et il me disait c'est totalement différent ici, l'ambiance.
et on va dire l'état d'esprit que les joueurs et les parents ont au Mm. Canada. C'est plus discipliné, c'est plus calme. Donc, non, de ce côté-là, c'est top, tu vois. J'ai le côté Mm. que j'aimerais revenir en Europe pour coacher plus tard. Mais Mhm. pour l'instant, premièrement, j'ai pas assez d'expérience. Si je reviens en Europe, je sais qu'ils vont me dire, OK, tu as de l'expérience au Canada. Ouais. Ouais, ouais, mais non. Et deuxièmement, si tu reviens en Europe, il te faut un Mm. palmarès ou en tout cas, tu as des diplômes vraiment avec beaucoup d'expérience parce que quand tu compares ça à des entraîneurs européens, tu vois, ils vont prendre l'entraîneur européen. J'ai toujours l'image de Philippe qui était l'entraîneur en chef de la réserve du CF Montréal, donc l'équipe de Montréal, qui est un Mhm. Français. Maintenant, je crois il s'occupe du soccer au Québec. Et il me disait toujours, écoute, c'est comme comparer un entraîneur canadien de hockey qui va aller en France pour entraîner. Ils vont lui ouvrir les portes. Bah, c'est la même chose ici. Quand tu es un Français ou un Européen et que tu viens entraîner au Canada, ils vont t'ouvrir les portes, tu vois. Ouais. Donc, j'ai toujours cette image-là des portes ouvertes ici, surtout quand tu dis que tu viens d'Europe, parce que le soccer vient de là-bas, c'est là qu'il se développe, c'est là qu'il y a les plus grosses ligues. Et c'est la même chose pour le hockey. Tu vois, si tu es un entraîneur canadien, tu vas en Europe, ils t'ouvriront les portes parce que le hockey sur glace vient d'ici. Donc j'ai toujours cette image-là. Donc il y a beaucoup à faire ici et ça me plaît, quoi. Voilà. Bah, super intéressant ce que tu dis. T'embrayes un peu sur des questions que j'avais préparées, mais c'est pas grave. Bah, t'as vu, on les a même pas préparés. Et, tu vois, c'est comme si Exactement. je lisais, je Ouais. suis mentaliste. Parce que justement, j'en parlais avec Yacine. Ici, pour devenir un entraîneur sur des gros niveaux, c'est compliqué. Et les Notamment en termes fameux de... BEPF, tous les fameux, les Exactement. 25 diplômes. Exactement. Et j'aimerais savoir comment ça se passe du coup au Canada. Est-ce que vous avez des diplômes universitaires comme au Portugal, par exemple, Non, ou pas non? d'université. Alors moi, ce que j'essaye de faire, j'aime quand c'est compliqué, entre parenthèses. Donc ici, il y a des micro-modules que tu fais pour entraîner les jeunes. Ok. Et après, la vraie grosse licence qui arrive, c'est la licence C. Donc, Ouais. c'est celle que j'ai. Après, tu as la B et la A. Et après, maintenant, je sais qu'ils ont fait un nouveau module. Après la A, tu peux faire la Pro comme en UFA. Mais en Mhm. gros, c'est C, B, A. Et après, tu peux faire la Pro. Donc, moi, j'ai la C. Je me suis inscrit pour faire la B au Canada, mais je vais être honnête, je suis en train de faire la UFA-C aussi. Mhm. Quand j'ai la UFA-C, si tout va bien dans quelques semaines, je pense que si je dois choisir, parce que c'est un coût aussi, j'irai plus vers l'UFAB en Europe que la Canada Soccer National B. Parce que Ok. le niveau, je sais qu'il se développe ici, que la formation est bonne, mais je pense que quand même la formation européenne avec qui j'étais en Irlande, c'est quand même un autre niveau, tu vois. Je pense que, Mhm. encore, on pourrait le comparer au hockey sur glace. Je pense que si tu peux choisir de faire une formation de coach entre la formation à l'européenne et canadienne ou aux États-Unis, tu viendras ici la faire, tu vois. Bien sûr. Donc, mais il y a pas, c'est pas vraiment universitaire, non, non. C'est vraiment les diplômes licenciés, National B, National A, et maintenant, tu as le module si tu veux aller pro. Mais déjà, avec Ok. la C et la B, tu peux faire beaucoup de choses, quoi. C'est très bien. Et il n'y a pas de frein à l'accessibilité, par exemple, comme en Non, à France, part où le il prix, bien faut pas sûr, être un ancien joueur. Non, faut juste payer, en fait. Par exemple, la B, il te demande là de faire un dossier, mais le dossier est vite fait. Je l'ai fait en 10 minutes. C'est envoyer ton CV d'entraîneur, Mhm. une lettre du club en disant pourquoi tu devrais être pris pour la National B et quelle catégorie tu as. Ta licence C, montrer que tu as la licence C. Et qu'est-ce qu'ils te demandent? Le certificat de police, comme quoi Ok. tu n'as aucune affaire avec des mineurs et autres. Voilà, tu l'envoies et sous quelques semaines, ils te disent bah oui ou non. Et si c'est oui, par contre, il faut payer la licence, c'est quand même 3000, je crois que c'est 3200 $ canadiens et ça dure Ouais. un an. Ça, c'est Ok. le truc, par contre, c'est que ça dure un an. Tu vois, tu peux pas dire, ah, dans 6 mois, je change de pays. C'est vraiment, elle dure un an jusqu'à, je crois que c'est de mai cette année qu'ils vont prendre jusqu'à mai 2025. Ok. Donc, Ah c'est ouais, quand quand même. même, Mm. c'est entre des travaux en ligne, sur le terrain, 4 5 fois ici, il faut aller au centre, mais ça dure un an. Mais c'est pas si compliqué. Non, non, c'est pas la France ou être ancien joueur pro pour avoir le fameux sésame c'est quoi, le BEPF le plus haut ou Ah, je saurais de noms plus comme les ça en noms, souvenir, je saurais pas te dire, BEPF, je sais même plus les noms en France, bref. mais voilà, pour en avoir parlé avec Yacine, je sais que Ouais, pour avoir le premier diplôme, c'est compliqué. Et c'est souvent des gars qui bon, sont déjà un peu dans le circuit, qui arrivent exact. à atteindre ces niveaux-là. Moi, ce que j'aimerais te demander, c'est comment tu travailles tactiquement, justement, avec tes joueurs. Parce que 14 15 ans, c'est l'âge où on commence Ouais. à... Voilà.
Commencer à jouer avec son cerveau, comme Pour dit. être honnête, là, c'est surtout que j'ai des 13-14, c'est des 2011. Donc, Mhm. c'est la première fois qu'ils jouent à terrain, sur un terrain 11 contre 11 avec une Ok, balle de taille 5. Parce qu'avant, ils étaient avec la balle taille 4 et ils ouais. jouaient 9 contre 9. Donc là, c'est tout un travail déjà tactique à mettre en place, ce qui est assez compliqué parce que les saisons d'hiver, ici, les terrains sont très demandés, donc on a peu d'espace pour s'entraîner. Les Mhm. saisons d'été, il y a pas de problème. On joue dehors sur terrain synthétique ou herbe. Il n'y a pas de problème 3 fois par semaine. Mais en hiver, c'est très compliqué. On joue dans des dômes. Les surfaces sont très réduites, encore plus pour nous, parce qu'on a un énorme club, donc il y a beaucoup d'équipes. Donc moi, je joue sur un terrain, tu imagines, quand j'ai de la chance, c'est un 7 contre 7. Et sinon, Ouais, c'est divisé par deux le terrain. Et j'ai 17 joueurs. ok, ouais. Donc la mise en place tactique, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai mis en place des sessions en ligne. Donc tous les mardis soirs, on se regroupe en ligne sur Google Meeting et on fait environ 30-40 minutes, pas trop long. J'essaie de tenir sous 30 minutes parce que à cet âge-là, vu les devoirs qu'ils ont la semaine, ils sont fatigués. Je veux pas les saouler, mais ils sont toujours en ligne. La plupart du temps, il y a toujours 14-15 joueurs en ligne et c'est enregistré. Je mets tout sur ma chaîne YouTube. Donc s'il y en a un qui veut le regarder plus tard, qui n'était pas en ligne ou autre, bah, Mhm. tout est en ligne. Et pendant 30 minutes, au début, on parlait du projet tactique parce que ça, c'est un autre truc aussi. Tu vois, ça, c'est les nouvelles générations. Ils sont tous attaquants. Il y a plus de défenseurs et de gardiens. Ils sont tous attaquants. Moi, je suis attaquant. Je suis sur l'aile. Je suis milieu, mais t'es quoi, milieu défensif? Non, non, milieu offensif, moi. OK. Donc, quand je suis arrivé au début, on m'a donné les joueurs. Et Mhm. on m'a dit, j'ai fait, OK, donnez-moi vos positions. Qu'est-ce que tu aimes aussi? Quelle position tu aimes? Parce que des fois, on leur dit, ça, c'est aussi un truc que j'ai remarqué, quelle est ta position? Et des fois, ils te répondent milieu. Et après, je leur dis, mais toi, tu aimes jouer milieu? Non. Ah, ok. Ça, c'est le truc que j'aime toujours demander, quelle position tu aimes jouer? Parce que je ne veux pas Mhm. mettre un joueur qui n'aime pas jouer à une position et à la fin, il va être saoulé. Il va dire, coach, soit je ne viens plus, ou soit quand je joue, tu vas le voir qu'il n'aime pas ça, ou il n'est pas habile, ou il n'est pas, tu vois, il est pas familier avec cette position. Mhm. Donc, quand on m'a donné les joueurs, je fais, OK, t'es quoi là? Milieu, attaquant de pointe, attaquant ailier gauche, ailier droit. Je fais, OK, là, ça va être sympa. Donc, j'ai dit, OK, on va s'adapter. Et donc, je suis parti sur un 3-4-3. C'est pas le plus simple. Déjà, à un Mhm. niveau 15-16 ans, c'est déjà compliqué à mettre en place, un 3-4-3 au niveau de la discipline. Donc là, tu imagines des 12-13 ans qui n'ont jamais joué sur un terrain 11 contre 11 et autres. Donc, ça a pris du temps. J'ai fait une énorme présentation PowerPoint. J'aurais envoyé plein de vidéos. J'ai pris le 3-4-3 à l'époque de Tuchel, où c'était Conte à Chelsea, je ne sais plus maintenant. Tuchel, Conte, du 3-4-3 à Chelsea. Donc, je leur disais, écoute, toi, dans le 3-4-3, t'es N'Golo Kanté. Toi, Ok. t'es Kovacevic. Donc, ils avaient une petite, tu sais, ils disaient, ah ouais, je vais regarder des vidéos de Kovacevic. Ah, je vais regarder des vidéos de ce joueur, de ce gardien et autres. Donc, au début, c'était une catastrophe, surtout défensivement, parce que j'avais pas beaucoup de défenseurs, les trois centraux. J'ai dû adapter. Et pendant les matchs, j'arrêtais pas de leur dire restez. Tu sais, quand on attaquait, eux, ils comprenaient pas. Ils étaient complètement de leur côté dans notre zone défensive, limite près du gardien. Alors que Ouais. les autres joueurs, ils étaient attaquants, ils étaient de l'autre côté du terrain. Donc, il y a pas mal de matchs où j'étais là en train de leur dire montez, montez, montez. Ils comprenaient pas. Donc, il y a eu beaucoup de séances tactiques, individuelles aussi. Je leur ai dit quand on attaque, tout le monde monte, ok? Vous ne pouvez pas rester. Même chose sur les corners. Quand on dégage, vous devez monter. Ça a pris énormément de temps. Et là, depuis quelques matchs, je vois les résultats. Je vois que ça commence à être de mieux en mieux. Ils savent leur position. Ils savent quand il Mhm. faut revenir en arrière, quand il faut monter. Tu as quand presser. Quand on construit depuis l'arrière, ils savent petit à petit comment bouger entre les lignes de l'adversaire. Donc ça a pris du temps et même pour moi, parce que j'avais vraiment jamais étudié le 3-4-3, j'étais surtout sur le 4-3-3 ou le 4-4-2 et j'avais des joueurs de 15-16 ans. Donc, niveau Mhm. tactique, c'était pas trop mal. Tu vois, ils savaient à peu près. Là, on a dû reprendre depuis zéro et s'adapter parce que dans les trois défenseurs centraux, en gros, j'en ai un qui a joué défenseur central avant. Les deux autres, Ouais. c'était des milieux ou des ailiers. Donc, Ok. j'ai dû aussi m'adapter. Ils aiment ça. Et puis, niveau offensif, c'est pas mal parce que quand on attaque, ils savent comment contrôler la balle et aller rapidement vers l'avant, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, je me rappellerai toujours. C'est quoi ta position? Je me rappelle, j'avais la liste des 17 joueurs et je vois à la fin. Alors, sur toutes les positions, j'ai un défenseur central et comment ça s'appelle, un fullback en français, un latéral. Ouais, Et un latéral. latéral droit. C'est tout. Le reste, c'était que des positions offensives. Donc, j'ai dû Même pas un m'adapter gardien. aussi. On a un gardien et au bout de quelques matchs, il a dû partir. Il est parti pour un autre club
on a Ok. dû s'adapter. Ouais, ça, c'est bien que tu me le rappelles. On a dû s'adapter. On a dû appeler l'équipe réserve. On a une troisième équipe et on l'a appelé. Et ce joueur veut devenir gardien. Donc, imagine, il est aussi en préformation pour gardien. Il a jamais joué gardien avant. C'est juste que là, maintenant, il se dit, oh, j'aime bien être gardien. Donc, il Ouais. va aux entraînements des gardiens. Mais avant ça, il n'était pas du tout gardien. Donc là aussi, on doit s'adapter sur certains matchs. Malheureusement, on a perdu d'un but ou deux parce qu'il n'est pas gardien. Tu vois, il y avait Mm. une attaque où le joueur arrive face à lui et lui, il reste sur la ligne. Tu vois, il va pas vers le joueur. Donc, tu as des Ouais. réflexes assez basiques, mais je veux dire, quand tu n'as jamais joué gardien à cet âge-là, bah, tu sais pas, quoi. Tu restes sur ta ligne de but et tu vas pas au Mm. duel, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ouais, bah tu m'étonnes, il y a beaucoup de choses à apprendre. J'aime bien la façon que tu as de raconter ça parce qu'on sent que tu es animé et passionné par ton job. Moi, Ah, j'aimerais te genre, demander, jamais. euh, qu'est-ce que toi, tu as appris du coup? Parce que souvent, on dit que c'est nous, en Ah tant que oui, coach, oui. qui apprenons aux joueurs, mais toi, de Ouais. ton expérience au Canada, qu'est-ce que tu retires à présent? Je pense surtout la patience et s'adapter. Parce qu'en Mhm. France, tu sais, tu as les vestiaires, tu prends du temps avant et après le match, tu as les vestiaires, le clubhouse et tout. Ici, là où je suis, il n'y a pas de ça. On loue les installations. Donc avant nous, il y a des autres groupes, il y a des autres équipes qui jouent. Donc tout se fait en mode intensif. C'est un peu, Ouais. des fois, malheureusement, surtout l'hiver. L'été, ça se passe bien, mais l'hiver, je le compare un peu au poulet en batterie. Tu sais, c'est vraiment, tu viens, tu joues, tu pars. Tu viens, tu joues, tu pars. Il n'y a pas Mhm. de. Moi, je prends toujours un peu de temps avant et après les matchs, 5-10 minutes pour vraiment un peu parler avec eux. Aujourd'hui, on a un match. Je leur demande d'arriver 40 minutes en avance. Même si on n'a pas vraiment d'espace pour s'entraîner, je veux Mhm. parler avec eux. Je veux aller, j'emmène mon iPad, donc je vais faire de l'individuel avec des joueurs, leur montrer quelques vidéos. Tu vois, ça, tu pourrais faire. Essayer de faire ça aujourd'hui. Après le match aussi, je prends toujours 5-10 minutes pour faire un débrief du match. Qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Le programme de la semaine d'après. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on a un match? Le classement, des fois, j'essaye un peu de le mettre en avant parce que l'aspect compétitif, j'ai l'impression que des fois, c'est un peu. Je veux pas être trop compétitif. Je veux pas, les gars, il faut gagner. Si on gagne pas, vous êtes nuls et tout. Mais des fois, j'aime bien aussi mettre l'aspect compétitif en avant parce que Bien je sûr. sens que dans le foot ici, surtout dans Toronto, dans ce genre d'équipe, qui sont des équipes assez aisées, les familles sont assez aisées, j'ai l'impression que des fois, l'aspect compétitif et la hargne est un peu, elle manque un peu. Tu vois, Ouais. c'est, oh, on vient, on joue. Bon, on a perdu, c'est pas grave, on a gagné. Mhm. Oh, c'est bien, on va pas la célébrer, la victoire, tu vois. Donc, j'essaye aussi de mettre un peu cet aspect compétitif tout en, quand même, à cet âge-là, 12-13 ans, je veux pas non plus trop leur mettre la pression. Déjà, comme ça, c'est assez compliqué et tout. Bien Mais sûr. en tout cas, j'essaie de petit à petit mettre l'aspect compétition. Là, on est au septième match aujourd'hui, donc je leur ai dit, c'est la moitié de saison pour l'hiver. Là, on va commencer un peu à regarder plus ceux qui jouent bien, à voir l'aspect compétitif, plus le résultat en avant, petit à petit, tout en regardant comment on joue. Tu vois, je mets surtout ça. Je leur dis tout le temps, si on gagne ou on perd, c'est pas grave. Mais au moins, je veux voir jouer. Je veux Ouais. voir comment on joue. Est-ce qu'on s'est amélioré avec les entraînements qu'on a fait? Est-ce qu'on se bat pour l'équipe ou est-ce qu'on fait juste notre petit gris-gris de notre côté? Dès qu'on perd la balle, on attend que le milieu ou le défenseur ou le gardien fasse sa mission, tu vois. Donc, Mhm. il y a cet aspect-là que j'essaie de mettre en place et avec la bonne humeur. Je fais énormément de blagues. J'essaie tout le temps de rigoler avec eux. Je suis comme ça. C'est pas parce que je me dis, oh, il faut que ça soit rigolo parce qu'ils sont jeunes. Je fais tout Bien le temps sûr. des blagues, que ça soit avant, durant ou après les matchs. Et il y a une bonne ambiance, donc ça, c'est important aussi, quoi. J'aime bien ce que tu as dit sur le fait de s'améliorer de façon continue. Ah, et Combien de temps tu... j'ai oublié, Dis-moi. Charles. Comme j'enregistre toutes les sessions, les matchs et autres sur ma chaîne YouTube, des fois, quand j'ai le temps, je le fais pas tout le temps parce que Mhm. j'ai d'autres choses à faire à côté. Malheureusement, je fais pas ça encore à temps complet, donc je peux pas me Bien sûr. permettre. Mais des fois, j'aime bien, quand je vais à la maison, je vais télécharger la vidéo, la mettre sur la chaîne YouTube, leur envoyer. Et des fois, je regarde un peu les différents passages où moi j'ai parlé, où j'ai plus coaché, parce que j'enregistre la vidéo, mais pas trop le micro, pas tout le temps. Donc j'aime bien aussi regarder ce que je fais, tu vois. Le body Mhm. language, les entraînements, les, entre un exercice et l'autre, la transition. Est-ce que j'ai pris 25 minutes? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est trop peu? Tu vois? Donc, moi aussi, je me fais un peu d'autocritique de ce côté-là et aussi les points de coaching durant le match, tu vois, durant la session. Est-ce que j'ai arrêté au bon moment? Est-ce que les points de coaching que j'ai donnés, est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'ils ont compris? Ou c'est Mhm. juste moi qui ai compris et eux, ils ont dit oui, coach, mais ils n'ont pas compris, tu vois?
Donc, Ok. Bah, ça aussi, c'est cet hyper aspect-là. intéressant que tu aies rajouté ça parce que ça va compléter ma question. J'allais te demander combien de temps tu gardes un groupe à peu près? Est-ce que c'est sur une seule saison ou tu les suis la Non, saison d'après? on fait un peu comme les académies. Je sais qu'en Europe, je sais que l'Ajax et autres, ils font ça. Je crois qu'ils changent d'entraîneur et je crois qu'ils changent même plus des fois. Mais je crois que j'avais entendu qu'ils changeaient tous les 2, 3 ans de catégorie. Chez nous, c'est pareil. Tu Ok, gardes un groupe 2 ans et après, tu changes. Et d'accord. c'est pas plus Bah, mal. Moi, je dirais même plus des fois, je leur avais conseillé des fois à- au club que ça serait bien qu'il y ait différents entraînements où on change carrément de coach. Tu mhm. vois. Je sais pas, chaque 2, 3 mois, un coach fait un entraînement avec une autre équipe totalement différente. Ça, je trouve que ça serait le prochain point qui serait intéressant. Parce que des fois, il y a des trucs que tu vois et que l'autre coach va peut-être pas voir ou vice versa, tu vois, et il peut peut-être te donner ce feedback en disant, hey, lui, je l'ai bien aimé, je l'ai tenté en tant que défenseur central, et toi, tu vas dire, ah bon, ah, moi, normalement, il joue avec moi en tant qu'ailier, ah bah non, il a joué Mhm. super bien en tant que défenseur central, peut-être teste-le la prochaine fois sur un entraînement. Mais ça, c'est la prochaine étape, ça se fait pas encore, mais au moins, on change tous les 2 ans, c'est pas plus mal. Ok. Et bah, justement, ce que je voulais te demander avec ça, c'est comment tu quantifies la progression de tes équipes? Tu vois, qu'est-ce que tu regardes pour te dire, là, ils sont améliorés, que ce soit individuellement ou tactiquement Ouais. en tant qu'équipe? Écoute, individuellement, c'est déjà l'esprit d'équipe. Je sais que les premiers matchs, je les ai vus, ils jouaient tous pour eux et Mhm. personne pour les autres. Donc, ils recevaient la balle, ils faisaient 3, 4 mètres, ils la perdaient, ils essayaient de la récupérer, ils la reperdaient, ils la récupéraient, mais ils la gardaient pour eux. Ou au dernier moment, ils donnaient la passe parce qu'ils avaient peut-être compris qu'au bout de 5 fois qu'ils l'avaient perdue, il fallait la donner. Donc, je regarde cet aspect-là et pour ma catégorie, et c'est pas que ma catégorie, j'ai vu que beaucoup d'équipes ici, c'est un aspect qui a été un peu, qui n'est pas très développé. Tout ce Mhm. qui est les têtes, les contrôles de la poitrine et la première touche. J'ai vu Ouais. que ça, même les catégories, j'ai vu U16 du 17, il y en a beaucoup qui manquent. Donc moi, je mets beaucoup l'aspect, je fais beaucoup d'entraînement. Je dis pas que je fais que ça ou hey, prends une balle et fais un contrôle pendant 1 heure. Mais j'essaie en tout cas de l'intégrer dans certaines séances et ça, en ce moment, j'essaye de vraiment voir comment ça se passe dans les matchs quand il y a une balle aérienne sur un corner, sur un coup franc, sur un centre. Je vois comment les joueurs ils vont s'adapter. Est-ce qu'ils vont aller comme à l'époque à faire un kung fu panda et lever le pied sur 4 mètres ou ils se disent non, maintenant c'est bon, je me suis entraîné, j'ai pas peur, je vais faire la tête, je garde les yeux ouverts ce genre de choses. La balle arrive en hauteur. Est-ce que, pareil, je ne sais pas quoi faire et à la fin, j'attends le rebond? Non, contrôle la poitrine. Donc ça, c'est un aspect hyper important selon que je regarde. Et après, il y a le jeu de passe entre les joueurs. Mhm. Le jeu en triangle, comment ça bouge sur le terrain. Parce que juste faire un triangle et il reste de notre côté, ça sert à rien. C'est beau pour les caméras, c'est super. Mais si le triangle, il avance pas, il fait pas bouger les lignes et il n'y a pas d'action offensive pour marquer, ça va pas servir, tu vois. Donc, je regarde vraiment ces 2 aspects-là, on va dire, en ce moment. C'est super important pour moi, quoi. Et la cohésion, tout Mhm. simplement, le 3-4-3, comme je t'ai dit, c'est compliqué. Je veux voir maintenant, OK, si la balle est à gauche, l'ailier à droite, qu'est-ce qu'il fait? Si les 3 défenseurs, ils bougent vers la ligne centrale, OK, qu'est-ce que font le milieu gauche et le milieu droit? Est-ce qu'ils se baissent, ils viennent à leur niveau ou est-ce qu'ils montent au niveau offensif? Donc, c'est Mhm. vraiment la compréhension du 3-4-3 que j'essaie de voir, qui se transforme en 5-4-1 quand on défend, par exemple. Donc j'essaie de voir s'ils arrivent à comprendre ça durant les matchs, quoi. Ok, top, top. Et ce que j'aimerais te demander aussi, c'est est-ce qu'on vous impose aussi des principes de jeu au club? Non, pas vraiment, pas principe de jeu, non. Après, tu sais, ça me fait penser, tu sais, il y a toujours la fameuse phrase, et vous, quel est votre style de coaching? Et la plupart des coachs maintenant, ils disent tout le temps la même chose. Alors, mon équipe, j'aime bien qu'ils pressent haut, qu'ils arrivent à prendre la balle à l'adversaire sous 5 secondes. J'aime quand ils sont agressifs. Tous les coachs disent ça. C'est un truc de fou. J'ai vu ça sur une interview il n'y a pas longtemps où le coach, il disait ça lors de l'interview. Et si tu regardes, la plupart des coachs, ils disent tous ça maintenant. Il n'y a pas un coach où tu vas entendre, il va dire, bah, moi, j'aime bien perdre la balle, j'aime bien quand on est 10 devant notre but, quand on met un Bien sûr. bus et qu'on a la balle, on la dégage devant et on a un attaquant rapide qui va marquer et puis c'est tout. Maintenant, c'est un peu stéréotypé de dire ah j'aime quand c'est agressif, on fait le gegenpressing façon Klopp, façon à tu sais, donc les principes de jeu, il y en a pas vraiment. On a Mhm. 4 axes, mais il n'y a pas vraiment ils nous imposent rien. Non. Ok. Du coup, moi j'aimerais bien aussi parler de toi, de ta sensibilité tactique. J'imagine que tu bouffes beaucoup, beaucoup de matchs. C'est qui les équipes bah, qui te font kiffer justement cette année ou même récemment?
Des équipes que tu prends plaisir à avoir joué dans le jeu qu'ils proposent. Moi, j'aime bien quand on presse haut. J'aime bien les équipes qui pressent haut et qui sont agressives. Non, écoute, Comme tout le monde. comme je t'ai dit au début, j'ai beaucoup de choses à faire à côté. J'essaye le week-end quand je peux, parce que tu sais, il y a aussi le décalage horaire ici. Donc, la plupart des matchs Mhm, sont mhm, très tôt ici, vers 9h, 10h du matin. Quand je peux, j'essaie de voir un peu les matchs de Première Ligue parce qu'il y a beaucoup de ça ici à la télé. Donc, j'aime bien voir Tottenham parce que juste Tottenham, ce que j'aime voir aussi, c'est parce que le coach Ange Postecoglou, j'aime son caractère et ce qu'il dit durant les conférences de presse. Je regarde beaucoup ses conférences de presse parce que je trouve que ce qu'il amène, c'est un vent frais. Il ne parle pas juste de demain, c'est un match important, il y a les 3 points en jeu, on va tout essayer. Il y a une philosophie aussi de vie derrière. Et je trouve que c'est vraiment mhm, intéressant. Et vu Tottenham les dernières années où c'était pas top, mhm, avec Harry Kane qui est parti, on se disait ça va être cataclysmique. Et je trouve ce qu'ils font, c'est sympa. Donc j'aime bien voir Tottenham en Angleterre. Il y a la Real Sociedad, j'aime bien ce qu'ils font en Espagne. Euh, En plus, la Real Sociedad, la région là-bas, il y a tellement de coachs qui viennent de là-bas. J'aimerais un jour, vraiment, si j'ai l'opportunité de visiter la Real Sociedad, l'Athletic Bilbao, mhm, leur centre de formation et autres, parce que c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire avec les moyens et le nombre de coachs. On n'en parle pas assez, mhm, mais Xabi Alonso, Unai Emery, je pense le coach de la Real Sociedad, il est de cette région. Il y a je sais pas combien de coachs de cette région, c'est un truc de fou, quoi. Donc il y a ces deux clubs que j'aime bien voir en Europe quand j'ai le temps. Le Bayer mhm. Leverkusen, bien sûr, pour ce que fait Xabi Alonso avec l'équipe qu'il a repris depuis l'année dernière. Ils font une très belle saison. Et je pense, même en parlant de ça, il avait repris l'équipe qui était presque dernière ou avant-dernière du championnat, mais l'équipe en elle-même, elle n'était pas mauvaise. C'est Non, juste non, du tout. qu'il fallait, je pense, un coach avec une nouvelle vision, un nouveau dialogue, un nouveau fighting spirit, parce que l'équipe en elle-même, quand tu vois les joueurs, même l'année dernière, ils ont des super joueurs, quoi. Donc, Ouais. il fallait un coach comme lui ou un autre, peut-être, je sais pas, ça aurait peut-être aussi bien marché. Mais en tout cas, j'essaie de voir un peu ces trois équipes. J'essaie de voir un peu la MLS ici parce que c'est le championnat local, même si c'est encore une ligue qui se développe énormément. C'est Mhm, pas, c'est pas encore le niveau de l'Europe, c'est sûr. Mais au moins, ça se développe. Il y a des nouvelles équipes chaque année. C'est ça ce qui est intéressant. C'est pas comme la Canadienne Premier League où tu as des équipes qui ferment parce qu'il n'y a pas eu le retour sur investissement prévu, mhm, comme on a vu. Mais ça se développe. La Canadienne Premier League, quand je peux aussi, parce qu'il y a des équipes locales. Il y en a une qui est à côté de Toronto. Il y en a deux qui sont dans la région ici. mhm. Donc ça aussi, même si c'est un niveau encore très loin de la Ligue 1, la Canadienne Premier League ou autre, au moins il y a un championnat ici professionnel qu'ils ont mis en place. Donc ça, c'est cool. S'il y a des opportunités comme ça peut faire que du bien pour le soccer local, quoi. Et il y a deux, trois joueurs canadiens qui commencent à sortir. Je pense à Ouais, John David du côté du LOSC, Alfonso Davies aussi. ouais. J'aimerais savoir c'est quoi le parcours d'un crack. Voilà, c'est un terme qui est repris et un peu vulgarisé récemment, mais d'un joueur très bon canadien. C'est quoi un peu son parcours vers la professionnalisation? Écoute, pour être honnête, tu as c'est en même temps le problème aussi pour les joueurs canadiens parce que ce que tu viens de parler, il y a aussi le joueur du FC Porto, j'ai oublié son nom maintenant, le Canadien qui joue au FC Porto. Ah, bon, bref, on retrouvera peut-être plus tard. Ce genre de joueurs qui sont bons, en Mhm. gros, si tu regardes, ils ont fait leur classe. C'est des immigrés, en parenthèse. Tu vois, Ouais. ils ont été, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ils, ils viennent pas en fait du Canada. Tu vois, Jonathan David, il vient Haïti, après il a immigré aux États-Unis, après il est venu au Canada. Jonathan Mhm. David, il vient d'un centre de réfugiés en Afrique. L'esprit foot, je ne sais pas s'il aurait été le même s'ils étaient S'il nés au avait Canada. grandi ouais, au Canada. Tu vois, Ok. s'ils étaient canadiens nés au Canada, peut-être qu'ils seraient partis sur du hockey sur glace, du basket, tu vois. Mhm. Donc, et là, que je te parle la même chose pour le joueur du FC Porto, le Canadien portugais. Il a fait toutes ses classes au Portugal, tu vois. Et, Mhm. et- et j'attends encore de voir vraiment un joueur canadien qui est formé au Canada. Et on se dira, ah ouais, ok, donc d'ici, il a fini au Real Madrid ou au Bayern Munich. Ok. Ouais. Pour l'instant, le parcours, c'est un peu, si tu veux faire tes classes, il faut partir du Canada le plus rapidement possible, en gros.
Tu D'accord. vois, c'est Ok. en gros, si tu veux te faire connaître, il faut soit partir très vite vers les universités ou les clubs de Américaine. MLS aux États-Unis, Mhm. ou si tu as la chance, faire les centres de formation en Europe, en Angleterre, ou ce genre de choses pour te faire connaître. Il y a pas vraiment de joueurs canadiens qui ont fait les universités ou les clubs canadiens, puis après ils se sont fait, reconnaître directement. Bien sûr, Alphonso Davies a fait Vancouver Whitecaps avant d'aller au Bayern Munich, mais c'est un parcours atypique qu'il a eu, lui, comme Jonathan David ou comme le joueur du FC Porto, on va trouver son nom parce que ça m'énerve. Là, je Le joueur je du l'ai pas FC en tête. C'est quoi? C'est ça? Eustachio. Voilà, c'est lui. Il a Ouais, fait toutes né ses en classes avec. 96 en Ontario, ouais. Ouais, et il a fait ses classes au Portugal. Il est né ici, mais il est parti tout de suite au Portugal. Je crois qu'il a même joué avec l'équipe du Portugal des U. Je crois qu'il a fait les U 19. Les espoirs, espoirs portugais. Les espoirs, ouais. Tu Ouais. vois. Donc ça 7-5-9, aussi, je c'est crois. différent. Il a vraiment été formé avec l'école portugaise et Ouais, ouais. pas avec le système canadien. Donc ça, c'est un peu les trois gros joueurs canadiens. Mm. Donc on verra. Mais pour l'instant, je sais que la plupart des joueurs, on leur dit tout le temps, ici, c'est si tu veux te faire connaître, faut que tu ailles aux États-Unis ou le plus rapidement possible en Europe parce que c'est compliqué ici de vraiment se faire connaître et ça coûte cher parce que dès que tu veux faire un essai par-ci par-là, un tournoi, c'est tout de suite 300, 400 dollars canadiens. C'est pas comme Mhm. en France ou dans d'autres pays. Ah, viens faire un essai, c'est bon. Non, là, il Ouais, faut payer. Tout se paye ici. C'est comme on dit, c'est pay to play. Tu vois, c'est le système nord-américain, tu vois. ça marche pas bien sûr. T'as d'excellentes écoles, tu peux jouer au haut niveau, mais il faut avoir l'argent, sinon ça marche pas, quoi. Là, c'est un peu comme tu disais, ça reste quand même des familles qui sont assez aisées, qui peuvent se permettre justement d'accéder Ouais, à ces niveaux-là. exactement, exactement. Et encore, le soccer ici, à ce qui paraît, j'ai parlé hier avec quelqu'un. Donc ici, une saison d'hiver, c'est environ 1200 dollars. La saison d'été est pareil. Mais ils me Ouais. disent, oh, mais c'est quand même pas trop cher. Et je fais, ah, ok, d'accord. Le hockey sur glace, c'est autour des 6 000 7 000 dollars canadiens l'année. Et, waouh, ah oui, quand Tu même. vois. 8 000 dollars pour le haut niveau, pour les joueurs qui sont dans la meilleure division. Tu vois le truc, quoi. 8 000 dollars pour un enfant, quoi. Ouais, mais comme tu l'as dit, c'est le système nord-américain. Je sais qu'il y a ce pendant-là aussi au basketball. Tu as beaucoup de jeunes qui, dès le lycée, prennent des entraîneurs privés. Mais c'est pas tout le monde qui peut se payer un entraîneur privé pour travailler Exact. en plus des sessions Ouais. collectives, Ici, ça s'assembler, commence etc. à se développer au niveau du soccer, les entraîneurs Aussi, privés le week-end. Ouais, ouais. 50 dollars l'heure, ce genre de choses, ouais. tu vois, et ça peut être un vrai boost dans une carrière si tu as un entraîneur qui est à côté de Exactement. toi, qui t'accompagne Ouais, dans ton développement tactique, enfin technique du coup, à ouais, côté de ton développement tactique. exactement. Ouais. Ok. Ici, on est dans les River Podcast, Rodolphe. Du coup, forcément, le nom est dans le titre. J'aime le nom. C'est, c'est quoi un peu tes objectifs, toi, à allez, moyen, long terme? Est-ce que ce serait d'entraîner un haut niveau, que ce soit en Amérique du Nord, du coup, je pense à la Mhm. MLS, peut-être même à la NCAA aussi, un job de coach en universitaire, Ouais. ou revenir en Europe sur des niveaux professionnels? Écoute, pour être honnête, j'avais appliqué il y a quelques mois pour des positions aux États-Unis. J'ai eu des réponses. Le seul truc pour l'instant, même si j'ai le passeport canadien, c'est les visas. Ouais. Parce que même si tu es canadien, en fait, si tu tombes pas dans les catégories de jobs qu'ils recherchent comme professeur, électricien, ce genre de choses, t'es pas, on va dire, c'est pas aussi compliqué qu'un Européen, mais quand même, il faut qu'il te sponsorise. Il y a tout le temps, Ouais. il y a encore cette notion de sponsor, donc c'est quand même compliqué. Donc ça a mis quelques bâtons dans les roues. Euh, Mhm. donc à moyen terme, j'aimerais entraîner un club que ça soit semi-pro professionnel. Je me donne pas de date. Il n'y a pas de dans 2 ans il faut que je sois dans ce niveau-là ou dans cette équipe. Je Ouais. crois toujours au destin. Donc, ça viendra quand ça viendra. Il faudra que je sois prêt. Je ne veux pas me dire, oh, dans 2 ans, il faut que j'ai ce diplôme. Je vais peut-être l'avoir dans 2 ans, mais j'aurais rien appris. J'aurais juste accéléré les choses, juste pour Mhm. avoir le diplôme, mais j'aurais rien appris, tu vois. Donc, je préfère prendre le temps, apprendre petit à petit, un peu prendre de la psychologie du sport que je fais en ce moment avec une université ici, un autre diplôme que je fais avec l'UFC Barcelone en ligne. Je prends un Mhm. peu de par-ci, par-là, des expériences, je fais un peu l'éponge. Mais à moyen terme, je dirais une équipe semi-pro professionnelle, que ça soit ici ou dans un autre pays, franchement. Et bien sûr, dans le futur, si je peux entraîner un club professionnel, c'est l'objectif. Ça prendra Mhm. le temps qu'il faudra. Je sais qu'il y Bien a des sûr. coachs qui y sont arrivés quand ils avaient 50 ans, voire plus. Mhm. Donc, on prendra le temps. Le rêve,
j'ai toujours cette idée, j'ai toujours voulu habiter en Amérique du Sud. J'ai réussi à le Ok. faire pendant un an où j'ai vécu en Colombie. Mais maintenant, le rêve, ça serait aussi un jour de entraîner en Amérique du Sud. J'aimerais vraiment, juste pour la passion qu'ils ont, la religion Mm. qu'est le Le foot football. là-bas, Mm. j'aimerais un jour entraîner un club en Amérique du Sud. Ça serait mon kiff. Ah, il y a une ferveur là-bas, que ce soit au Brésil, en Argentine, au Mexique, Ouais, qui est dingue. franchement, partout je pourrais. Franchement, en Colombie, c'est pareil. Je sais que ça serait compliqué, il y aurait énormément de pression et autres. Pour le Après, coup, c'est ouais. le but, c'est le jeu de toute façon, mais j'aimerais faire ça. Franchement, je pense que je kifferais, entre parenthèses. Je prendrais un énorme plaisir là-bas avec la passion qu'il y a. Donc, ouais, ça, c'est l'objectif. C'est le rêve. Ok. Ouais. Du coup, pas l'AS Monaco. Je pense que l'Ice Monaco, tu vois, malheureusement, je pense que c'est trop calme. Ouais, bah, Même après, tu m'ouvres les portes à l'Ice Monaco, je vais venir, hein, mais je ah, bien pense que ça doit sûr. être trop calme. Je pense que ça doit être trop calme. Après, je pense que si tu commences ta carrière d'entraîneur, ça doit peut-être être le top. Tu n'as pas trop de pression. Si tu as des mauvais résultats, il n'y a pas des supporters qui vont faire des graffitis sur ta villa à Monaco ou ce genre de choses. Je pense que pour commencer une carrière, ça serait top, l'Ice Monaco. Après, quand Quoique, tu veux hein. vraiment la passion et autres, je sais pas. Regarde, c'est Moi, il me Thierry faut la Henry qui avait chaleur. commencé là-bas. Et ça s'était pas Ouais, très bien ouais, ouais, ouais. passé. Mais moi, il me faut tu vois, il me faut les supporters. Il me faut. Mhm. Moi, je vis avec la passion des supporters. J'aime quand il y a de l'ambiance, tu vois. Ah, ouais. Ça a toujours été un truc important pour moi, l'atmosphère, l'ambiance qu'il y a dans un stade, à l'extérieur, dans la ville et autres. Ce genre de C'est ville, je pense que ça serait très compliqué pour moi. Tu vois, c'est si clair tu veux. qu'à Louis II, c'est pas le Vélodrome, hein. Et no disrespect, bien sûr, aux supporters de l'AS Monaco. Non, non, après, Mais comme je t'ai dit, tu me donnes l'opportunité encore plus quand tu es un jeune coach, ça doit être énorme. Il y a tellement de mm, bons joueurs qui sont passés par là, des coachs, Arsène Wenger et autres qui y étaient. une très belle Mais académie aussi à Monaco. bah, c'est ça, c'est pour ça, l'académie est au top, quoi. Je vois des fois les reportages qu'ils font sur YouTube, là, sur les sélections de jeunes. C'est des conditions idéales pour entraîner, hein, c'est clair. Je fais la fine bouche en disant ça, alors que je suis personne, mais non, non, c'est clair, tu m'ouvres les portes, je viens, hein, et je fais l'éponge, hein, je prends tout ce qu'il y a, hein. Bien sûr, bien sûr. Petite question là, comme ça, pour mettre un peu de rythme à notre entrevue. Ce serait quoi ton 11 de légende à toi, Rodolphe? Ouh En là plus, je sais que là. tu l'as pas préparé là, du coup, j'attaque direct. Bim, 11 de 11 joueurs. légende au but. Et avec une Euh, formation, hein. Tu nous donnes l'animation ok. tactique, bien Bah, sûr. tu sais quoi, limite, je vais rester sur le 3-4-3, hein. Ok. Franchement, au but, j'aime bien. C'est peut-être pas Manuel Neuer, j'ai toujours aimé sa façon de sortir sur le terrain. Je me rappelle la Coupe du Monde c'était à l'Algérie. C'était Ouais, un en truc de fou. 2014. C'était le 11e joueur, sa façon d'arrêter façon handball. Manuel Neuer au but, les trois défenseurs centraux, euh, Maldini. Ok. Ok, Maldini. Je vais un peu dans l'ancien, un peu ma génération quand j'achetais mes premiers maillots. Pas de problème. Maldini, parce que l'équipe du Milan AC, c'était quand même quelque chose. Maldini, il y avait qui? Il y avait Cafu, même si Cafu est peut-être plus latéral. Ouais, un peu plus latéral. Après, Je pense. tu peux On le met utiliser. à gauche, C'est toi le chef. on le met défenseur central droit, Cafu, Maldini, à gauche, allez, Roberto Carlos, je suis sur l'offensif. Les quatre milieux, je mets du Pirlo, je mets du Paul Scholes, Ok. je mets du Roy Keane parce que j'adore ce joueur au niveau de ce qu'il a apporté, pas juste des tacles, mais de son aura, de sa façon de manager les joueurs sur le terrain. Mhm. Donc, je mets du Roy Keane, du Paul Scholes, qu'est-ce que j'ai dit le troisième? Pirlo. Et je Ouais. vais mettre, je suis niveau offensif, là, je suis pas mal. Et je rajoute, il me manque un quatrième. Qui je pourrais mettre? Je vais mettre un Steven Gerrard. Ouais, Ok. je vais mettre Steven Gerrard, allez. Offensif à fond. Et les trois de devant, attaquant de pointe, je vais mettre Raoul. Je sais pas pourquoi, mais Ok. Raoul, j'ai toujours aimé sa façon de se déplacer dans la surface. Que ce soit Très, Raoul ou très Pippo élégant. Inzaghi, ouais, très aigué, Pippo Inzaghi, c'est très élégant, c'est à la limite du hors-jeu, mais c'est pas hors-jeu.
Après, maintenant, bien sûr, avec la VAR, aujourd'hui, je pense qu'il y aurait 25 buts qui seraient hors jeu avec eux, malheureusement, parce qu'ils seraient là au centimètre près. Mais je vais mettre Raoul. Côté gauche, je vais mettre. Après, là, on va me dire, ouais, tu mets pas Messi, Ronaldo. Je les adore, les deux. C'est juste qu'on a tellement mangé du GOAT. Eh, tu préfères Messi ou Ronaldo? Ah, pourquoi tu préfères lui et pas l'autre? Ah, mais lui, nanani, nanana. Donc, je vais pas les mettre parce que cette façon de toujours choisir un comparé à l'autre, ça m'a énervé depuis quelques années. Au lieu de juste aimer les deux, on a tout le Mhm. temps comparé Ronaldo à Messi. Ah, mais maintenant, il a la Coupe du Monde, donc il est meilleur. Donc, je vais pas les mettre parce que je veux d'autres joueurs, même si j'aurais pu les mettre des deux côtés. Bien Côté sûr. gauche, Côté gauche, je vais mettre. Côté gauche, j'ai une colle là. J'ai tellement de joueurs. Côté gauche, qui je pourrais mettre? Ah, je cherche encore. Côté droit, je vais mettre Arjen Robben. J'adore ce Oh, joueur. oui, 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 oui. Ah, Arjen moi aussi. Robben, parce Là, que tu sais ce qu'il allait je te faire. serre la main depuis la France. Eh, tu sais ce qu'il allait faire, Arjen Robben, mais tous les joueurs tombaient dans le panneau. Il allait tout le temps faire semblant de passer à droite, repiquer au centre et le boulet de canon transversal de gauche. Je me rappelle le but qu'il a mis face à Manchester sur le corner. Aïe, Mhm. aïe, aïe. Corner qui arrive sur lui, plat du pied, ça va côté droit du gardien. Je ne sais plus si c'était Edwin van der Sar au but à Manchester. Bref, c'est un joueur que j'ai toujours adoré. Et côté gauche, je vais mettre, je ne sais même pas s'il était côté gauche, mais encore de l'école néerlandaise, Wesley Sneijder. Ah, il Peut-être que était Wesley plus 10 lui, Sneijder non? Ouais, c'est pour ça, il était plus 10. Côté gauche, qui je pourrais mettre? Euh, Ah, tu vois, j'ai une colle. Pour l'ailier gauche, là, euh, bah, en ce moment, tu sais quoi, je vais prendre un joueur dans ce moment. C'est pas un monstre de légende pour celui-là, mais juste parce que ce qu'il a fait depuis le début, Vinicius Junior, Ok. plus pour la partie mentale, parce que le pauvre, il est arrivé en Europe du Brésil. Au début, c'était très compliqué. Tout le monde lui est tombé dessus. Je me rappelle même Benzema parlait mal de lui. Après, il y a eu l'épisode parce que le joueur il danse, ça se fait pas. Les Mhm. épisodes racistes face à lui, alors qu'il a rien demandé à personne. Il fait son jeu, il marque. S'il a envie de célébrer, il le fait. S'il n'a pas envie, il le fait. Et la pente de progression qu'il a depuis qu'il est arrivé en Europe. Je crois qu'il est arrivé de Flamengo, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est Flamengo qui vient? Je ne sais plus. Mais je trouve que c'est énorme. Ce qu'il fait là, si Mbappé arrive, je ne sais pas où ils vont mettre Mbappé parce que Vinicius, en ce moment, je pense que c'est au-dessus d'Mbappé. Ok. Surtout vu en ce moment l'épisode de mentalité de Kylian Mbappé et ce qui monte sur le terrain et en dehors. Je trouve que Vinicius, c'est incroyable. Donc, on va faire Grosse, ce 11 grosse force de de caractère, hein, légende Vinicius. assez offensif, Très, très offensif même, hein. qui n'est peut-être pas un 11 de légende pour certains, mais pour moi, en tout cas, ces joueurs-là avaient la mentalité de gagnant et aussi l'esprit de l'espace. Ils savaient exactement où se déplacer, à quel moment et quand. Donc, ouais. Super, super. Non, belle équipe, hein. Moi, personnellement, je n'ai pas Bah, écoute, grand-chose à hein, redire. s'ils sont dispo pour quelques matchs, je lance un appel. Ok. Euh, Bah, si les gars, si vous passez voilà. par là. Voilà. Peut-être pour Utrecht, ça passera peut-être pas top top sur le terrain. Ça sera un peu C'est compliqué de vrai, c'est vrai. masquer la différence d'âge. Mais en tout cas, Oh, l'appel est pour, lancé. Sabri Lamouchi, s'il y a un maillot de l'AS Monaco que je peux récupérer, parce que le tien, je l'avais défoncé à l'époque avec le marqueur aussi, noir. Donc aussi. voilà. Ouais, tu sais pas, hein, peut-être un petit match le dimanche entre copains, tu ramènes Vinicius, Raoul, etc. Je pense Écoute, que. on joue tous les samedis à côté là avec la communauté francophone. C'est assez sympa. Il y a un bon petit niveau. C'est que des Français, donc il y a quand même un bon niveau là. Beaucoup de sont de Paris. Mhm. On fait quelques centres de formation et quelques belles divisions, donc ça joue pas mal. Donc si Raoul ou autres sont dispo, un petit voyage Milan, Toronto ou autre, voilà Ouais. quoi. Parfait, parfait, parfait. Avant de finir, est-ce que tu as passé un bon moment déjà? Non, du tout. C'est ce que Non, j'avais bien senti. sûr. Tu sais, moi, dès qu'on parle de foot, en plus, j'aime bien comme c'est parce qu'on n'a rien préparé, c'est improvisé, c'est ça ce que Bien j'aime. sûr. C'est pas genre j'ai les questions en face et puis Non, alors non, là, non, c'est jamais, jamais. le 11 de légende, j'ai adoré. Et puis, non, et puis j'aime l'échange qu'on a, c'est pas juste un monologue, donc super Bien sûr. intéressant. Ben, merci à toi. Déjà, Euh, moi, je connaissais pas du tout le foot canadien. Du tout, du tout. Et avoir non, cette ça se vision-là. développe, tu sais, il y a la Hmm. Coupe du Monde qui arrive, mais
même avec la Coupe du Monde, c'est un peu compliqué parce qu'on dit ouais, elle est au Canada, mais la plupart du temps, les plus gros matchs vont être aux États-Unis, au Bien Mexique. sûr. Faut pas se cacher la face. Ici, il y a que deux villes. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas Montréal. Il y a juste des matchs à Toronto et Vancouver. Mhm. Mais c'est déjà mieux que rien. Écoute, si ça peut aider le développement du soccer quand il y aura les supporters, je pense que ça va être la folie. Parce que ici, tu sais, pour en finir, les supporters sont très calmes ici quand ils vont voir des matchs des Raptors, des Maple Leafs, des Argonauts, qui est l'équipe de football américain ici, ou des Blue Jays, qui est Mhm. l'équipe de baseball. C'est très calme ici, c'est très famille. Je dis pas que c'est mal, mais comparé en Europe, tu sais, tu vas sortir le fumigène, tu vas Ça n'a rien chanter à et tout. voir. Mhm. Quand ils vont voir les supporters des équipes nationales venir ici, surtout si ça va être des matchs, je sais pas, je dis ça comme ça, des Pays-Bas, des équipes comme ça qui ont des gros contingents et ça fait l'ambiance, l'Argentine ou les équipes Mhm. d'Amérique du Sud, mais ils vont péter un câble, ils vont rien comprendre, ils vont se dire c'est quoi ce délire. Mais je pense que sur un point positif, ils vont se dire c'est la folie, quoi. Ah On n'a bah oui. jamais vu ça, quoi, tu vois. Donc je Mais pense qu'ils vont prendre conscience durant la Coupe du Monde. Je pense qu'avant, c'est trop compliqué. Ils vont pas savoir ce que c'est. Et dès que les matchs vont arriver, je crois qu'on a 6, 7 matchs ici de mhm. groupe et un match de huitième. Et là, ça va être la folie. Surtout si c'est des grosses équipes avec des gros supporters, ça va être génial Mais pour eux. à leur décharge, c'est pas dans leur culture. Tu vois. J'ai Non, l'impression exact. que les Américains, Tu le quand ils sais vont bien, voir, tu l'as vu ouais, au basket, bien ils sûr, supportent quand il y a le speaker qui dit Let's go Raptors et qui viennent pour exactement. distribuer des t-shirts ou tu sais, clap your hand et make some noise. Sinon, ils se bougent pas. Ils Mm. sont sur le popcorn, leurs hot dogs, leurs 2 litres de coke C'est ça. et leur téléphone. Donc, je pense que ça va complètement peut-être ouvrir l'esprit de certains et ramener encore plus de joueurs dans les clubs de soccer locaux, je pense. Exactement. Ben moi, je dirais qu'ils vont voir un show alors qu'en Europe, les supporters font partie C'est du ça. show. Et, Exact. Ouais. je pense qu'on peut conclure là-dessus. Rodolphe, moi, j'ai Ouais. passé un excellent moment avec toi. Merci beaucoup d'avoir été disponible. Bah, pareil, Charles, c'était vraiment top de parler et de vraiment mettre en avant le soccer. C'est ce que je fais sur les réseaux sociaux tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment ça se passe ici, des entraîneurs français qui me demandent Mhm. est-ce que c'est facile de venir. Je connais quelques coachs français qui ont immigré au Québec pour entraîner. Mhm. Pas beaucoup en Ontario où je suis, côté anglophone, mais Québec, ça se développe. Il y a des coachs français, surtout à Montréal. Tu as deux coachs français que je salue qui sont dans l'effectif, dans le staff de l'entraîneur français principal du CF Montréal. Donc, tu as Mhm. 3 Français dans le club de MLS du CF Montréal. Un autre que je connais qui est à Gatineau, près d'Ottawa, la capitale du Canada. Donc, ça se développe. Il y a quelques coachs français qui, petit à petit, viennent au Canada immigrer pour coacher. C'est top, quoi. Magnifique. Bah, du coup, les gars, nous, c'était les Rêveurs Podcast. Là, c'est l'instant promo, Rodolphe. Donc, tu shout out tous tes réseaux sociaux où on peut te trouver, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok. Je sais même pas si t'as un compte TikTok, mais voilà. Skyblog. Donc, je suis sur Skyblog. Écoute, il MySpace, y a tellement de. balance tout. Ah ouais, ouais, MySpace. Ouais, non, écoute, je suis surtout présent sur Instagram et X. C'est déjà beaucoup sur Instagram. C'est coach Rod Wilhelm. Et Mhm. sur X, c'est @globrod, GLOBROD. Et je publie que du foot, comment ça se passe au niveau local avec mon équipe, les challenges, et ce qui est de positif, et la vie de groupe, comment ça se passe et tout. Donc voilà, quoi. Ok, magnifique. Nous, les gars, c'était les Rêveurs Podcast sur Instagram, sur X, sur YouTube aussi. Donc, like cette vidéo, commente, partage, ne l'oublie pas, c'est très, très important pour le référencement. @lesrêveurs.pod sur Instagram, tout attaché. Rodolphe, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite avant de finir? Bah écoute, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Tout simplement du plaisir, continuer à donner du plaisir et l'envie aux joueurs de revenir sur le terrain, tout simplement, et d'apprendre jour après jour. D'accord. Magnifique. Les gars, peace. Sempe, sempe, I'm on your body, sempe, sempe. This your love, you not je. Make you walk out, me je. I'ma make you sempe.